Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du jeudi 5 août 2021. Alors, je tenais à vous informer que je serai absent à partir de la semaine prochaine et ce pendant 3 semaines. Effectivement, je vais prendre quelques semaines de vacances durant cette période estivale. Donc, je serai de retour le 30 août pour le prochain briefing des marchés. Je vous laisse donc prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc tout de suite, direction les marchés qui s'interrogent un peu maintenant sur les décisions à venir de la Fed. Effectivement, Wall Street a chuté hier, notamment le Dow Jones, même si le Nasdaq a enregistré quelques gains. On a eu des données qui ont quand même montré un ralentissement du nombre de créations d'emplois aux États-Unis le mois dernier avec l'enquête ADP. 9 des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont aussi reculé, notamment celui de l'énergie, après la publication des résultats de l'enquête mensuelle d'ADP, indiquant un nombre de créations d'emplois inférieur aux attentes dans le secteur privé américain en juillet. En revanche, on a eu un autre indicateur plutôt encourageant, la croissance de l'activité du secteur des services aux États-Unis, qui lui a atteint le mois dernier un pic inédit, suggérant tout simplement un rétablissement élargi de l'économie américaine et aussi une bonne santé de l'économie de manière générale. Toutefois, après 6 mois de gains consécutifs, eh bien, on constate que les indices boursiers peinent à grimper en août. Je vous expliquais par ailleurs hier avec le graphique des saisonnalités que généralement le mois d'août et septembre, ce n'étaient pas des mois très fameux pour les indices boursiers. En parallèle, on a toujours des inquiétudes concernant le rythme du rebond économique. Certes, on a des données plutôt bonnes, mais on a atteint des niveaux historiques, donc on pourrait assister à un retour à la normale, voire un ralentissement de l'économie. Et en parallèle, encore une fois, toujours la hausse de l'inflation qui vient un peu fragiliser la hausse actuelle en dépit de la solidité quand même des résultats trimestriels des entreprises. Par ailleurs, en fin de séance, on a aussi eu encore une fois l'intervention du vice-président de la Réserve fédérale américaine, Richard Clarida, qui a déclaré que la Banque centrale devrait être en mesure de commencer à relever ses taux d'intérêt en 2023. Et là, forcément, ce sont des annonces que les marchés n'aiment pas trop entendre, mais on est obligé de relever les taux face à une telle reprise économique, face à de l'inflation aussi qui est actuellement en place, qu'elle soit transitoire ou permanente, on s'en fiche, l'inflation est là. Forcément, il faut préparer les marchés en leur disant, en leur murmurant doucement que les banques centrales ne vont pas rester éternellement au chevet des marchés financiers. Ce matin en Europe, bon, on évolue toujours en hausse dans la matinée, encore une fois, au gré des publications de résultats d'entreprises, mais dans un climat de prudence. Avant la publication, justement, vendredi, du rapport mensuel sur l'emploi américain, qui va un peu donner de la visibilité pour la suite à la Banque centrale américaine concernant le tapering et savoir quand est-ce qu'elle va surtout relever les taux. Au-delà de l'actualité des entreprises, bon, les investisseurs restent quand même attentifs, comme je vous le disais, aux indicateurs économiques, alors que la reprise de l'économie mondiale est confrontée à la propagation, encore une fois, du variant Delta du coronavirus. Et cela pourrait potentiellement venir gripper les marchés dans les prochaines semaines si on assiste à une véritable dégradation. Comme je vous le disais, maintenant, ils suivront avec une grande attention la publication vendredi du rapport officiel sur l'emploi américain. Pour moi, ça reste le catalyseur de la semaine, le NFP. L'évolution du marché, comme vous le savez, du marché du travail notamment, constitue une donnée clé pour la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.
Donc forcément, si les données sont un peu ternes, eh bien, bad news is good news, limite les marchés seront contents car ils se diront que la Fed va encore rester un bon bout de temps au chevet des marchés et qu'elle va continuer aussi à injecter des liquidités tant que l'économie, tant que le marché du travail n'aura pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise. En revanche, si les chiffres sont bons, voire même excellents, eh bien, la Fed devra faire ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire réduire le montant de ses achats d'actifs et potentiellement commencer à évoquer une hausse des taux, peut-être fin 2022, comme certains membres de la Fed aimeraient, ou peut-être début 2023. Donc, à surveiller demain, le NFP qui nous donnera, à mon avis, pas mal d'indications sur la politique et la trajectoire à venir de la Réserve fédérale. Côté graphique, ici, c'est un chart qui représente la capitalisation boursière des actions américaines par rapport à la capitalisation boursière mondiale. On constate tout simplement que Wall Street, encore une fois, est en train de manger le monde. Vous comprenez maintenant pourquoi les US surperforment toujours les autres marchés. Hein. Généralement, on dit que Wall Street est la locomotive de l'économie et l'Europe est un peu le wagon, quoi, est à la traîne, comme toujours. La capitalisation boursière des États-Unis a atteint un nouveau record absolu de plus de 50 000 milliards de dollars. Pour rappel, la capitalisation boursière mondiale représente, si je ne dis pas de bêtises, environ 115 000 milliards de dollars. Donc, la valeur boursière de Wall Street maintenant représente désormais 43% de la capitalisation boursière mondiale. On constate très clairement que Wall Street progresse de manière fulgurante et effectivement, ses parts, si on peut dire ça, ses parts de marché progressent, ce qui explique la surperformance du marché américain, car si on revient 10 ans en arrière, la capitalisation boursière totale des États-Unis représentait seulement 30% de la capitalisation boursière mondiale. Donc en seulement 10 ans, voilà, on est passé de 30 à 43%. Et pareil, hein, si on regarde sur du long terme, on est plutôt voilà, dans une belle dynamique haussière. Et je pense que ça ne devrait pas s'arrêter du jour au lendemain. Encore une fois, un graphique qui met en évidence, je dirais, la force de Wall Street et les parts de marché que grignotent les investisseurs américains sur l'ensemble de la capitalisation boursière mondiale. Donc, à mon avis, si vous tradez encore une fois les marchés actions, les marchés américains, sélectionnez effectivement les bons titres car vous pourrez avoir des meilleurs gains sur le marché américain que sur le marché européen en sélectionnant les titres qui surperforment. Hein. Je pense essentiellement aux Fangman, mais quand on voit justement la performance qu'elles réalisent, nous en France, si on prend en Europe, nos Fangman à nous, ce sera un peu le luxe, L'Oréal, Kering, LVMH, mais elles n'ont pas des performances aussi impressionnantes que les Fangman. Donc, encore une fois, l'importance reste toujours de sélectionner les titres haussiers les plus performants pour justement dégager la meilleure performance à la fin de l'année. Ici, c'est un graphique concernant les traders de Bitcoin. Et donc, la question qu'on se posait, c'était de savoir est-ce que il y a beaucoup de particuliers qu'on appelle les investisseurs retail, les investisseurs particuliers qui tradent le Bitcoin, ou plutôt des professionnels, voire même des institutionnels. On constate très clairement
que ce ne sont pas les traders particuliers qui investissent massivement dans le Bitcoin, mais les professionnels et les institutionnels. En revanche, il y a un petit point qui me dérange là-dessus, du moins je n'ai pas réussi comment dire, à voir comment étaient catégorisés les institutionnels et les professionnels, dans le sens où autant la différence entre un particulier et un institutionnel, bon, on la connaît, mais entre un professionnel et un institutionnel, j'ai l'impression que Chainalysis a classé selon les montants investis par la taille des positions de trade. Pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, car un client particulier, du moins un retail, peut très bien avoir passé un ordre de 1 million, avoir un compte de 5 millions, mais s'il fait uniquement 3-4 allers-retours sur le BTC par an, il sera classé en investisseur particulier et pas en tant que professionnel. Donc, est-ce que la catégorie professionnelle est uniquement par rapport au montant investi par trade ou pas? Donc ça, j'ai pas réussi à savoir. Effectivement, les institutionnels, bon, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte, mais ce sont des montants colossaux. Mais là, pour ma part, on peut très bien un professionnel, pour moi, est un institutionnel, très clairement, et un retail peut très bien avoir un compte à 5 millions de dollars et passer 1 ou 2 heures sur le BTC, ça fait pas de lui un professionnel. Bien au contraire, il faut remplir plusieurs conditions. Donc, c'est un peu cette catégorie-là qui me, j'ai pas réussi à savoir comment Chainalysis avait vraiment catégorisé cette catégorie-là, en tout cas. Mais dans l'ensemble, on constate très clairement que ce ne sont pas les investisseurs particuliers qui tradent le Bitcoin, même en 2017. Hein, on voit très clairement que les retails, celles et ceux qui avaient investi moins de 10 000 dollars, pourtant c'était une bulle essentiellement alimentée par des particuliers et certaines baleines, justement, qu'on pourrait mettre dans les professionnels, les grosses baleines qui drivent un peu les cours. Mais on avait très peu d'institutionnels. Très clairement, la part de marché était assez faible. Et la grosse différence par rapport à 2021, déjà, c'est que ça a doublé. On est passé au plus haut des volumes de 60 à quasiment 130. Donc, les volumes et la taille des positions, surtout les volumes, ont quand même doublé, ce qui montre que le marché, finalement, n'est pas mort, bien au contraire, intéresse de plus en plus de monde et surtout a suscité l'intérêt, vous voyez ici, des institutionnels. Et ça, c'est très important. Leur part était minime au plus haut de 2017. On n'avait même pas, on était sous le seuil des 30 et ici, on a dépassé, on a même atteint les 90. Donc forcément, un tel engouement suscite de l'intérêt de la part des investisseurs et permet au marché aussi de mûrir doucement et de croître dans le temps. C'est encore un marché qui est jeune, qui a besoin de mûrir justement, qui a besoin d'être démocratisé. Ça a surtout commencé depuis 2021. On a encore certaines réticences vis-à-vis des crypto-monnaies, mais dans l'ensemble, hein, que ce soit les entreprises Tesla, que ce soit MicroStrategy, eh bien, cet engouement a permis aux crypto-monnaies quand même de renaître de leurs cendres fin 2021, fin 2020, début 2021, et attiser en tout cas l'intérêt des institutionnels. Et donc, tant qu'on aura un flux d'argent assez important de cette catégorie-là, qui va alimenter la hausse à moyen long terme, eh bien, je pense que les crypto-monnaies ont encore de beaux jours devant elles. Côté graphique, maintenant, direction le CAC 40, toujours en mode bulldozer.
Objectif quasiment atteint vers les 6800 points. Bon, acheter ici, pas très judicieux selon moi, encore une fois. Vendre, c'est exactement la même chose. Au contraire, encore une fois, on remonte les stops, on commence à prendre des bénéfices. On a quand même atteint quasiment ce matin un objectif majeur. Pour moi, ça reste le niveau des 6800 points. Mais pour l'heure, c'est haussier sur toutes les unités de temps. Et sur des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, soutenu toujours par la Tenkan 4 heures, aucun chandelier de retournement. Donc, c'est pas le moment de se mettre à contre-courant. Très clairement, on peut encore continuer à grimper. Pour rappel, demain, il y a le NFP. Si les chiffres sont bons, on pourrait très bien aller chercher les 6800, les 6800 points et continuer notre course jusqu'à la borne haute du canal. L'objectif, ça reste technique, ça reste les 6880 points, 6929. Là, ce sont les plus hauts historiques. On a une belle résistance ici vers les plus hauts historiques. Effectivement, quand on sera vers ce niveau, je commencerai à proposer une stratégie vendeuse. Peut-être je serai en vacances, on verra. Mais en tout cas, c'est un niveau qu'il faudra surveiller si le marché accélère en direction de la borne haute du canal pour tenter quelques ventes. Mais pour l'instant, acheter certainement pas, on est suffisamment haut, assez éloigné de la Tenkan, vendre non plus, on n'a aucun signal baissier sur les unités de temps 4 heures et même horaire. Donc, laissons la hausse se terminer. Potentiellement une divergence qui est en train de se former. D'accord, je le conçois, juste ici. Mais elle n'est pas validée. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude à avoir, donc cette divergence n'est pas validée. Et en données horaires, en tout cas, la tendance est vraiment très propre. Un marché soutenu qui reste au-dessus même de la Tenkan 1 heure, au-dessus de la Kijun 1 heure, en 4 heures, pareil, soutenu par la Tenkan. C'est haussier. On fera le point demain et surtout après le NFP en cas de déception. Si jamais on a une grosse correction de marché, je pense que dans ce cas-là, le marché pourrait de nouveau entrer dans une phase de stabilisation et de consolidation. Mais pour l'heure, les acheteurs gardent la main. Le DAX, sortie de range par le haut. Bon, est-ce qu'il va transformer l'essai? Belle bougie hier en clôture. Effectivement, si on nous prenait les mèches ici, on était, au moment où j'enregistrais la vidéo, on était sur cette bougie-là. On est tenté de casser finalement. Bon, la bougie n'est pas très convaincante. Une cassure de range, il faut quand même avoir une bougie flux et directionnelle, comme ce fut le cas ici. C'est haussier pour moi sur le DAX et j'aime beaucoup la dynamique des prix et je vise donc la borne haute à 15 850. Voilà, pour moi, on avait une consolidation à l'intérieur d'un range depuis maintenant bientôt 2 semaines. Hier, en fin de séance, on a eu la sortie par le haut. Là, on est en train d'effectuer le pullback. Donc, tant qu'on ne réintègre pas, je table toujours sur une reprise, une rotation complète des prix vers la borne haute du range. Voilà, pour moi, le niveau qui m'intéresse maintenant à la vente, ce sera les 15 832, 15 850 sur excès. Comme toujours, donc là, potentiellement, on anticipe un range à venir. Sortie de range H1, reprise de la dynamique haussière, et j'aimerais bien un excès aussi, une dernière vague, pour aller chercher la borne haute, 15 800, et pourquoi pas sur excès, venir, encore une fois, taper la borne haute de notre canal haussier. Le Dow Jones, même constat, on est toujours dans notre range. Alors, l'enquête ADP a un peu plombé le marché. Derrière,
On a eu aussi les propos de Richard Clarida sur une possible hausse de taux à partir de 2023. Donc forcément, ce sont des nouvelles que le marché n'aime pas trop entendre. Pourtant, comme je vous le disais, il va bien falloir préparer le marché car on ne va pas rester éternellement avec des taux bas. Mais on est toujours dans le range. Là, si on prend les futurs, effectivement, on avait quasiment une clôture avec une bougie flux sous les 34 800. Mais sur les futurs, on reste enfermé dans ce range. Donc, encore une fois, la stratégie pour moi reste la même. Achat sur la borne basse, vente sur la borne haute. Voilà, on reste soutenu par la MM50 qui arrive en soutien sur le cash. Donc, aucune raison de vendre qu'on a un niveau de support couplé en plus avec un élément qui converge sur ce même niveau. C'est un range, encore une fois. Donc, achat sur la borne basse, sur signal technique, et vente sur la borne haute, pareil, sur signal de retournement. Et si on casse, direction les 35 500. Allons voir justement les futurs qui sont légèrement dans le vert ce matin, mais pour autant, la borne basse n'a pas cédé hier. Voilà, on est venu encore une fois taper l'ancienne borne haute du range, mais on temporise. Très clairement, ça temporise toujours sur le Dow Jones. On a une énorme phase. Est-ce que c'est une phase d'accumulation ou de distribution qu'on a là? Dans tous les cas, je pense qu'on va avoir un énorme flux directionnel qui va partir dans un sens ou dans l'autre lorsqu'on va sortir de cette phase de congestion. Donc, il faudra absolument profiter et se positionner à la cassure d'une des deux bornes, car on devrait vraiment avoir un flux directionnel. Donc, peut-être le NFP, justement, demain. Là, ce qu'il faut chercher vraiment, c'est essayer de se positionner vers la borne basse, sur un signal technique, espérer un retour et vite protéger son trade. En données horaires, voilà, on a un pareil. On peut affiner encore une fois pour les traders intraday le range horaire juste ici. Là, je considère qu'on a un beau range à travailler. Encore une fois, si on casse les plus hauts, pourquoi pas se positionner avec un stop loss soit au milieu du range, soit sous les plus bas, et espérer viser les plus hauts. Et par contre, protéger très rapidement ce trade, car le range n'est pas non plus, on n'a pas des belles rotations, donc on peut faire des rotations partielles. Donc très vite protéger le trade. Et si on sort par le bas, eh bien attendre au moins une clôture et avoir confirmation sur le cash. On a bel et bien enfoncé la moyenne mobile 50, juste ici. Si on sort par le bas du range sur le futur, on attend quand même la clôture. On regarde sur le cash si les 34 800 sont enfoncés en cours de clôture. Bon, je ne m'attends pas après à beaucoup de volatilité, peut-être que je me trompe, mais à beaucoup de volatilité à la veille du NFP. Je vois mal le Dow Jones grimper de 1 ou perdre 1%, sauf si on a une annonce d'un des gouverneurs de la Fed. Mais à la veille du NFP, je vois mal les investisseurs prendre des risques. Logiquement, c'est à partir de demain qu'on devrait avoir un peu plus de visibilité pour la suite. L'euro-dollar. L'euro-dollar, j'ai l'impression qu'il nous fait un range. Je reste haussier toujours parce que pour moi, on a un signal quand même hebdomadaire assez important avec l'avalement haussier, mais on n'arrive pas à passer les 1,1875. Et là, j'aimerais vraiment pas qu'on fasse une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Ce ne serait pas de bon augure pour la suite. Donc je surveille ce niveau. On est sur le milieu de range. Donc là, c'est le milieu de range, quasiment, qui est juste ici, à peu près. Et si on fait une bougie flux cassure Tenkan Kijun, Chikou est libre de tout obstacle.
le nuage est bien orienté à la baisse, ce serait pas bon pour la suite. Très clairement, ça repasserait baissier. Enfin, on irait chercher la borne basse du range et on reviendrait potentiellement invalider notre avalement haussier hebdomadaire. Donc pareil, pas de plan de trading, sauf pour celles et ceux qui sont positionnés à l'achat ici. Donc mettez bien votre stop à break-even. J'espère que vous avez quand même pris quelques bénéfices. Maintenant, stop à break-even. Et on attend demain de voir la réaction du marché. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc si l'euro s'écroule, eh bien on se fait sortir à break-even et on tentera une nouvelle fois de se positionner sur la borne basse du range. La semaine prochaine, on travaillera ce range 4 heures. Et à l'inverse, si on explose à la hausse, objectif, pour rappel, la zone chaude, où on a beaucoup d'éléments techniques qui bloquent en données hebdomadaires. Voilà. MM, plat Kijun, Tenkan. Voilà le scénario sur l'euro. Mais là, se positionner à l'achat ou à la vente, c'est un peu comme aller au casino et miser sur le rouge ou le noir. C'est du loto, du gambling, il n'y a pas de... C'est un peu en mode espoir, je dirais. Donc celles et ceux qui sont déjà positionnés sur la bande de base, bah, très bien, remontent leur stop. Les autres attendront quand même, je pense, c'est plus sage d'attendre la réaction du marché demain pour éviter de se prendre des portes de saloon, tout simplement. NZD-CAD, c'est vrai que j'évoquais le NZD-CAD qui, au final, n'a pas validé cette sortie de range. Donc, encore une fois, très important d'attendre la clôture des bougies. Car là, on avait une belle bougie flux et derrière, clôture en étoile filante, un peu comme ici. Donc, j'ai presque envie de passer vendeur sur cette paire. J'attends encore, j'aimerais bien une bougie rouge en fait, pour valider l'étoile. Étant donné que c'est une configuration avec un seul pattern, logiquement, il faut une confirmation avec un deuxième pattern sur les structures avec un seul pattern. Donc là, il faudrait une bougie rouge qui clôture juste en dessous. Mais en tout cas, j'aime pas la tête que ça prend, bloqué finalement par l'oblique et bloqué par la bande haute du range. Donc là, je me méfie, le doigt sur la gâchette et pourquoi pas repasser finalement vendeur pour viser milieu de range et borne basse du range. Et si j'affine en données 4 heures, j'ai pas de signal baissier pour le moment. Si j'ai l'avalement ici, avec ce qui me dérange, c'est la mèche en fait. Je trouve qu'on a eu trop de mèches, mais sinon on avait une belle étoile du soir juste ici. Donc sur un niveau clé, étoile du soir, pourquoi pas tenter avec un stop loss court. Bon. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est encore sur un niveau, voilà, on est entre Tenkan, c'est en données horaires en fait, que j'aime pas la structure que ça prend en données horaires. Alors oui, ça fait prendre le trade avec un peu de retard, mais je trouve que ça confirmerait par contre si on enfonce ce niveau-là. Là, le fait que j'aime, voilà, et ce qui me dérange, c'est l'avalement qu'on a eu ici. En fait, on a tapé une zone de support. Là, on a eu une belle bougie en mode Marubozu en données horaires, soutenue par MM50. Donc ça me dérange. Alors qu'en données 4 heures, effectivement, on a un beau signal baissier sur l'oblique baissière à la borne du range, mais en données horaires, j'aime pas la bougie qu'on a dessinée à l'ouverture, à 9 heures ce matin. Donc, et les prix qui sont entre Kijun Tenkan et encore au-dessus de la même 50. Donc, pour ma part, on est sur un niveau clé, on a eu un signal technique en données 4 heures, mais pour plus de confort, j'attendrai qu'on passe sous la même 50. Qu'on fasse une bougie horaire qui clôture sous ce niveau. Ça viendrait justement déjà fragiliser un peu la tendance, affirmer un mouvement correctif et invalider l'avalement haussier. Et on repasserait sous la même 50 et on casserait le support. Donc là, ça viendrait vraiment fragiliser
cette tendance et confirmer potentiellement le signal baissier qu'on a eu en données 4 heures sur l'oblique et la borne haute du range. Donc c'est vrai que ça fait rentrer ici, un stop loss juste en dessous. Bon, le milieu de range est assez proche par ici, mais derrière, si on fait de nouveau une belle rotation complète, ça offre quand même un beau ratio risque-reward. Donc voilà le plan que j'ai sur cette paire, à affiner en données horaires si le marché enfonce le support que je vous ai dit juste en dessous là, et invalide l'avalement haussier en données horaires. L'AUD-USD, je reste à l'écart, mais je note cette formation qui m'intéresse. On va, pareil, plutôt établir un plan sur cette paire, mais j'attends le NFP surtout demain, qui devrait créer pas mal de volatilité. Pour moi, la dynamique, je vais enlever l'Ishimoku parce que pour le coup, j'en ai pas vraiment besoin ici. C'est surtout l'action des prix qui m'intéresse et la moyenne mobile 50. Donc, on est toujours dans cette figure de retournement, hein, épaule, tête, épaule. On a fait plusieurs TP. Le TP final reste les 71-75. Donc là, ce qui va m'intéresser maintenant sur cette paire, c'est de laisser, soit on laisse le marché remonter ici et la moyenne mobile 50 arrive en soutien et mettre en place une vente pour repartir avec un stop loss juste au-dessus. Sur signal technique de retournement, la moyenne mobile viendrait prendre appui ici sur cette belle zone de résistance, donc repartir à la vente, étant donné qu'on sera toujours dans des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, donc toujours dans une dynamique haussière, on reviendrait taper cette zone de polarité. Sur signal technique baissier, repartir à la vente pour viser TP1 et TP2. Donc ça, c'est le scénario un peu parfait. Et le deuxième scénario, c'est, j'ai remarqué qu'on est dans une consolidation et dans un biseau, juste ici. Voilà. Donc derrière, une belle accélération baissière, on consolide dans un biseau, donc à voir jusqu'où le marché est capable de monter, mais surveiller la question de l'oblique baissière pour repartir dans le sens du flux, avec un stop loss au-dessus de la borne haute. Voilà le plan que j'ai maintenant sur cette paire, mais plutôt un plan vendeur. Effectivement, si on affine en données 4 heures, voilà, on est dans ce biseau, potentiellement un fanion, mais là j'ai plus l'impression qu'on soit dans un biseau. On peut tracer quand même une oblique qui arrive à, voilà, on a 3 points de contact en bas, 3 points de contact en haut, donc voilà, on est bien, bel et bien dans une figure chartiste. Maintenant, j'attends de voir jusqu'où le marché est capable. Si on sort par le haut, eh bien, invalidation de la figure, j'attendrai ce fameux niveau coupé à la MM50 pour passer vendeur sur signal. En revanche, si le marché manque de carburant pour aller chercher et bute sur l'oblique et redescend par ici, si on casse une nouvelle fois le support, passer vendeur avec un stop loss un peu plus haut pour essayer d'aller chercher au moins peut-être un TP intermédiaire. Mais le TP parfait, ça reste l'objectif théorique qui quand même correspond à une zone de résistance. Bon, le TP intermédiaire, ce serait la MM200. Voilà, TP intermédiaire, si ça casse, MM200 et derrière les 71-75. Le seul bémol, c'est l'avalement haussier qu'on est en train de former ici. Donc c'est ça qui me dérange. Donc la semaine n'est pas clôturée. Mais effectivement, ici en plus, on a ouvert avec un gap baissier lundi et on fait un avalement haussier. Donc à confirmer, pareil, pour le moment, bon, il est validé, mais avec le NFP vendredi, ça pourrait très bien retomber et on pourrait, ce pattern pourrait ne pas exister d'ici la fin de la semaine. Donc voilà tous les éléments qu'il va falloir surveiller sur l'AUD-USD. Le gold. Rien n'a changé sur le gold. Si on a eu une belle impulsion haussière hier, mais c'est retombé. Et retour au point de départ. Voilà. Donc
Voilà. Le gold s'est un peu chauffé hier. Taper la borne haute, boum, direction milieu de range. Voilà. Donc là, il fallait être assez réactif. Mais ça s'est fait voilà, à la hausse, on vient taper, ça repart, puis plus rien. Encéphalogramme plat. Vous voyez, encore une fois, celles et ceux qui ont réussi à intervenir ici, eh bien bravo, mais il fallait être assez réactif parce que je crois que voilà, en 15 minutes, bon, je crois que le signal était beau quand même ici, l'étoile filante doji, mais il fallait oser après un tel flux quand même se dire que le marché allait se retourner à la baisse en l'espace de même pas 1 heure et revenir au point de départ. Sinon, on attend encore. Là, milieu de range, il se passe absolument rien. On a un beau range qui quand même montre des niveaux assez intéressants et on voit quand même les réactions du marché sur les niveaux clés. Mais ici, passez votre chemin. On attendra de nouveau une réaction sur la borne haute ou sur la borne basse. Mais pareil, pour moi, se positionner là, c'est du casino, il n'y a aucun signal, c'est la machine à laver, c'est la lessiveuse, appelez ça comme vous voulez, mais très clairement, un marché piégeux. Donc restez à l'écart et attendez d'avoir un retour sur des niveaux clés pour intervenir sur le marché. Et votre trading sera plus zen et plus calme pour la suite. Le Brent, ça reste toujours baissier. Effectivement, c'était un beau pullback, derrière beau décrochage du Brent. Bon, j'étais quand même plutôt baissier, je visais hier, je vous disais que si je devais mouiller quand même, je visais plutôt les 70. Bon, c'est fait. Pour autant, je vous proposais pas un plan de trading car j'étais pas spécialement fan de ce marché actuellement, mais je notais tout de même pas mal de signaux baissiers, notamment avec la cassure mardi de MM50 Kijun Tenkan et un curseur dans le nuage, ça sentait pas bon. Derrière, belle dégringolade. Bon, peut-être que certains ont tenté des ventes. Pour ma part, je préférais rester à l'écart. Je ne vous ai pas proposé de plan de trading. J'avais quand même un biais baissier, mais pas fan de la structure. Et là, de nouveau sur un niveau clé. Et encore une fois, je vais m'abstenir car j'aime pas la dynamique qu'on est en train de prendre sur le pétrole. Mais pour autant, passer vendeur ici, non, on ne vend pas un support. Encore une fois, payer ici, non. Là, pareil, mettre un achat, là, se placer à l'achat, c'est pas bon. J'aime pas la bougie qu'on est en train de faire en données 4 heures, même si on a fait un petit avalement haussier. On est sur un support. Le marché reste vraiment fragilisé, je trouve. Et on est en train de valider la divergence. La bougie hebdomadaire n'inspire pas trop la confiance pour la suite, du moins pour les haussiers, pour les acheteurs. Ouais. Non, franchement, je j'aime pas la bougie hebdomadaire. J'ai pas envie de passer haussier là-dessus. Divergence en cours de validation. On est sur support, donc en fait on est sur le fil du rasoir très clairement. Ça se dégrade. Très clairement, ça se dégrade. Et le plan que je ferais, c'est vendeur sous 70 pour viser 64. Voilà le plan que j'ai. Prise d'appui sur la borne basse du canal. On a un magnifique canal haussier. Là, le marché s'essouffle. Ouais, le porte-voix est pas terrible. Donc non. Mais c'est baissier, on a beaucoup de signaux baissiers, enfin de dégradation en tout cas de la dynamique haussière, que ce soit la divergence, l'oblique qui vient freiner,
l'avalement qu'on a eu en daily en début de semaine. Derrière, on enfonce, on a des belles bougies flux et directionnelles. Là, on est quand même sur un gros niveau de support, donc pas de précipitation. Et le sentiment qu'on pourrait faire une A, B, C de nouveau. Donc effectivement, on a une zone intermédiaire juste ici. Mais pour moi, le plan, ce serait de vendre le pétrole avec un stop loss un peu plus haut pour viser en TP1 la zone, mettre son stop à break-even et en TP2 la borne basse du canal aussi. Voilà le plan que j'ai sur le Brent si le support cède sous la pression vendeuse. Le light, moi c'est la même chose, hein. Seulement que pour moi là il y a de la place pour aller chercher les 66, on est au milieu de nulle part, là on a enfoncé le support, donc là plutôt baissier très clairement, et j'ai bien envie d'aller chercher ce niveau-là. En données hebdomadaires, je pense que la bougie est aussi horrible, effectivement on est en train de valider la divergence, donc très clairement une dynamique haussière qui est en train de se dégrader, et des vendeurs qui sont en train de prendre la main aussi. En données daily, même constat, hein, ce serait une A, B, C. Ouais, on peut aller chercher bas, effectivement. Correction en ABC, A, B, C, à peu près. Donc il y a de la place. C'est baissier. L'avalement, effectivement, était quand même un beau signal ici. Derrière, beau décrochage. Là, je vise, dans un premier temps, les 66-60. Revenir taper sur support. Et derrière, si on enfonce, ce serait TP1 et TP2. J'ai juste pas d'oblique, comme ici. Non, j'ai pas un beau canal comme sur le Brent, sur le WTI. Le Brent est plus propre, graphiquement, du moins dans la dynamique. Mais les objectifs restent à peu près les mêmes en termes de pourcentage, je dirais. TP1, TP2, TP3. Voilà. Pour moi, ça reste quand même assez baissier, je trouve. Et ça se dégrade. Voilà. On a tenté pareil le bel avalement comme sur le Brent, mais pas convaincu. À voir cet après-midi. Mais si on clôture en dessous, pourquoi pas tenter de nouveau une vente assez agressive avec un stop loss juste au-dessus pour aller chercher les 66-70. Les crypto-monnaies maintenant avec le Bitcoin qui cède du terrain ce matin. Je n'aime pas la configuration qu'on est en train de prendre. Bon, hier c'était plutôt encourageant la séance avec le rebond sur le niveau des 38,2 je crois. Effectivement, 38,2. Et là, si on enfonce ce niveau, ça sent pas bon pour la suite. Très clairement, je pense qu'on retournera sur les 36 000. Le milieu de range, voire la moyenne mobile 50. Et pareil, pour ici, pas de plan de trading. Uniquement des prises des bénéfices pour celles et ceux qui étaient positionnés ici et qui remontent leur stop. Maintenant, voilà, il va falloir franchir les 40 800 et l'oblique. Sans ça, difficile d'entrevoir une reprise haussière. En données 4 heures, bon, je suis pas hyper fan. Ça ressemble un peu à une ETE, mais je suis pas fan de l'ETE, elle n'est pas vraiment complète. Mais on a un support en fait. On peut très clairement identifier un support en données 4 heures qui correspond au 38,2. Voilà, juste ici, support intermédiaire en range. Bon, l'ETE, je suis pas fan du tout. La structure est pas terrible, je trouve.
Pour moi, c'est surtout un gros niveau de support. Et effectivement, si on enfonce ce niveau, eh bien, vous connaissez ma prévision, c'est retour sur le milieu de range, 36 000, voire moyenne mobile 50. Et encore quelques temps, du moins, on sera encore coincé quelques temps dans cette phase de trading range, tout simplement. À suivre donc, mais pas de plan de trading. Bon, si vous êtes à l'aise avec cette ETE, mais je suis absolument pas fan, pourquoi pas un stop loss ici, vous vendez, vous allez chercher le milieu de range, mais pour ma part, je suis pas du tout fan de cette structure. Voilà. Certains y verront une ETE, je le sais, mais on a connu mieux comme figure de retournement en ETE. Pour finir, Ethereum. L'Ethereum, j'aime bien en fait ce qu'on est en train de faire. Ici, on a eu une belle cassure Tenkan Kijun en données 4 heures. Magnifique, belle bougie flux. On est en train de reprendre le pullback. C'est propre techniquement en fait. La bougie d'hier est juste monstrueuse. Et je m'inquiète pas pour la suite. En fait, tant qu'on est au-dessus des 2545, pour moi, la bougie d'hier est vraiment encourageante. Sortie par le haut du nuage, Chikou qui perce le nuage, belle bougie flux et directionnelle. On pulvérise la résistance des 2545. C'est aussi en fait. Donc là, pas d'un. Autant le BTC m'inquiète un peu, surtout s'il enfonce son support, autant l'Ethereum, il pourrait revenir sur les 2545, je resterai haussier, et pour ma part, je vise toujours 2900, 3000 sur Excel. On s'inscrit toujours au sein d'un double creux, la dynamique est haussière, on empile des bougies vertes. Alors oui, il y a la mise à jour de l'Ethereum, le hard fork London. Forcément, c'est une bonne nouvelle pour Ethereum, ce qui explique aussi, je pense, la surperformance qu'on a eue, cette mise à jour importante sur le réseau Ethereum. Mais d'un point de vue des prix, c'est aussi, on est sorti du range. La bougie hier est magnifique, au-dessus des 2545. Donc, tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau, pas d'inquiétude. On remonte son stop, par exemple, pour celles et ceux qui sont rentrés soit en bas, soit qu'on payait ici. Bon, peut-être un peu tôt pour remonter le stop, quoique, on peut déjà mettre son stop. Non, on peut mettre son stop à break-even. Très clairement, au moins mettre son stop à break-even. Peut-être prendre partiellement des bénéfices, mais voilà, l'objectif final reste les 2900 et sur excès, sur Mesh, le seuil psychologique des 3000. Mais sinon, donner 4 heures, c'est propre. C'est des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, pas d'inquiétude, au-dessus de la résistance, au-dessus du support plutôt de 2545. Et j'ai bien aimé la configuration qu'on a eue avec l'indicateur Ishimoku derrière sur cassure de résistance. Bougie flux directionnelle et impulsive, cassure Tenkan Kijun. Bon, les composantes ne se sont pas mises à plat. Ok, c'est le seul élément qui me dérange. J'aurais préféré avoir une cassure Tenkan Kijun à plat, mais bougie flux sous résistance, donc breakout de la résistance avec cassure Tenkan Kijun, Chikou libre de tout obstacle. Là, on revient prendre appui sur la Tenkan Kijun. Je ne peux pas passer vendeur, je ne peux pas être baissier sur l'Ethereum, je ne change pas mon fusil d'épaule et je vise toujours 2900 et 3000 $. Point barre. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour rappel, encore une fois, je serai absent pendant 3 semaines à partir de lundi, donc retour le 30 août. On fera quand même un dernier briefing demain pour le NFP. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve donc demain pour faire un point complet sur les marchés.